cette première conférence de la journée. Alors on est heureux avec Florent de pouvoir commencer parce que déjà on sait que tout le monde a la forme et tout le monde est ouvert et réveillé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le sujet de la conférence, c'est l'IA, un outil indispensable pour attirer et fidéliser les talents. C'est, je crois, le sujet de la journée, l'IA, et c'est un sujet qui interpelle beaucoup de personnes depuis pas mal de temps. Donc on va essayer d'être pédagogue, d'être vulgarisant sur pas mal de sujets, et surtout de vous ouvrir à ce qu'on pense qui peut être intéressant aujourd'hui et aux outils qui peuvent être intéressants aujourd'hui pour justement travailler l'IA avec la RH. On va juste commencer par se présenter. Alors moi je suis Nicolas Pagetti, je dirige une start-up qui s'appelle Hawk, qui est une start-up qui travaille sur un logiciel de mobilité interne, de développement des compétences, de stratégique workforce planning, simplifié par l'intelligence artificielle, justement. Si on a le temps, si on n'est pas trop bavard, ça risque d'être compliqué entre nous deux, mais bon. Si on n'est pas trop bavard, je vous montrerai à peu près à quoi ça ressemble à la fin pour vous montrer une application claire de ce que peut être aujourd'hui l'intelligence artificielle sur le travail des ressources humaines. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, pardon. Content de tous vous voir et de voir une salle comble, donc ça c'est vraiment très chouette. Florent Le Tourneur, je suis le fondateur et le dirigeant de Wi-Fi Good RH, qui est une agence marque employeur et communication RH. Voilà. Et puis, à mes heures perdues, je suis podcasteur avec un podcast qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça. Voilà. Donc, je vérifierai à la fin sur votre smartphone si vous êtes bien abonné à ce podcast en sortant de la salle. Merci. Et oui, on tient à préciser, alors c'est très bien, on est filmé, donc ça c'est pas très bien pour tout le monde, mais on avait prévu un petit show, faire des roulades, mais on n'a pas le droit. On va rester dans la lumière. Donc désolé, on va rester assis. Alors, juste pour commencer, on voulait vulgariser un peu, débunker certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés dans l'intelligence artificielle, ça parle beaucoup parce que tout le monde en parle aujourd'hui, mais il y a des termes particuliers, et on voulait juste revenir dessus pour qu'on soit bien au clair, et que vous compreniez bien de quoi on va parler aujourd'hui. L'intelligence artificielle, ça demande certaines choses, ça demande certaines caractéristiques, ça demande certains paramètres pour pouvoir être considéré comme l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisations, beaucoup d'applications qui se disent faire de l'IA, alors qu'en fait, ils ne font pas vraiment d'IA. Le principe de base, c'est un traitement de données et une analyse de nombreuses données pour pouvoir réellement apprendre de ces données et être auto-apprenant. Ça, c'est le principe de base. Et donc, on a quelques termes sur lesquels on voulait revenir à lui. L'intelligence artificielle, au départ, c'est ce qu'on appelle du machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est un apprentissage automatique d'un ensemble de règles à partir de données. Ça veut dire qu'on parle purement et simplement d'un process mathématique. L'intelligence artificielle, ce ne sont que des mathématiques, ce ne sont que des probabilités. C'est-à-dire qu'on va créer des algorithmes. Ces algorithmes, on va leur donner certaines règles. On va leur demander d'interpréter ces règles de telle ou telle manière. Et en fonction des données qu'on va récupérer, ces règles vont s'affiner au fil du temps. D'accord? Donc les résultats vont s'affiner au fil du temps. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Et on ne pourra parler d'intelligence artificielle qu'à partir du moment où on aura ce principe-là d'apprentissage, et d'apprentissage à partir d'un certain nombre de données. D'accord? Au-delà du machine learning, on a un autre système qui s'appelle le deep learning. Le deep learning, c'est le principe de dire on va prendre du machine learning, on va en faire des petites bulles, des petites zones, en fait ce qu'on appelle des neurones. Et ces neurones-là, on va les connecter entre eux. C'est-à-dire qu'on va mettre plein de règles à différents neurones, et en fonction de chaque règle et du lien entre chaque neurone, on va pouvoir avoir un résultat final. C'est-à-dire que tous les petits neurones vont apprendre chacun de leur côté, et tous ensemble, en fait, vont se parler, vont répondre les uns avec les autres, et donc vont donner un apprentissage beaucoup plus complexe et beaucoup plus global. Je reviens juste sur un système basique, sur une donnée assez basique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il faut savoir que les premières publications sur le sujet, que ce soit sur l'IA ou que ce soit sur les réseaux de neurones, datent des années 40. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est très vieux, qui vient au bout du jour aujourd'hui parce que ça a été démocratisé par toutes les applications qui existent. C'est-à-dire qu'on parle de principes qui sont vraiment aujourd'hui qui ont 80 ans, ça, des années 40, qui ont plus de 80 ans. Donc c'est-à-dire que c'est un concept mathématique, c'est un concept principal qui est assez vieux. La deuxième chose, les deuxièmes termes qu'on voulait définir, c'est tout ce qui est intelligence artificielle générale et intelligence artificielle forte. L'objectif de ça, c'est de pouvoir un petit peu, pas désacraliser, mais enlever l'utopie du sujet de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générale, c'est celle qui est capable, de réaliser des tâches cognitives au même titre que les humains. Tout l'objectif de l'IA, c'est de reproduire des tâches qui sont des tâches humaines. L'objectif, par exemple, de GPT, que vous connaissez tous, c'est de reproduire les tâches humaines. C'est de dire, on va poser une question à GPT, on va lui mettre un contexte, on va lui mettre tout un tas de caractéristiques, de cadres autour de notre demande. Et par rapport à ça, l'objectif, c'est que GPT reproduise ce que vous êtes censé reproduire, peut-être en mieux, peut-être avec des connaissances supplémentaires, mais reproduise ce que vous êtes censé reproduire en tant qu'humain. À côté de ça, il y a l'intelligence artificielle forte,
c'est celle de la science-fiction, c'est celle des films, c'est celle de IA, c'est celle de e-robot, c'est celle de toutes ces choses-là, qui est qu'on pose un modèle qui fait référence à des connaissances philosophiques et l'objectif est de développer une conscience propre. Il faut bien comprendre que ce modèle n'existe pas. Et dans toutes les publications aujourd'hui, il n'est pas prêt d'exister, il est impossible à exister, à mettre en place aujourd'hui. Donc ce système qui va faire que l'IA va nous remplacer, va penser à notre place, va prendre la place du monde, va faire, comme dans ceux qui sont de ma génération, comme Skynet de Terminator, ça n'existe pas, d'accord? Et ça n'est pas prêt d'exister. C'est juste pour enlever un petit peu une croyance qui pourrait le faire. Pour aller juste un petit peu plus loin dans tout ce qui est terme de l'IA, je voulais vous parler du NLP. Le NLP, c'est le Natural Language Processing. C'est ce qui va être utilisé dans la majeure partie des IA, notamment celles qui sont adaptées au RH. C'est ce qui est utilisé dans GPT. Le Natural Language Processing, c'est un mélange d'intelligence artificielle et de traitement linguistique. C'est-à-dire qu'on va apposer sur des algorithmes mathématiques, donc sur de l'intelligence artificielle classique, on va apposer en fait des règles linguistiques qui vont amener justement l'intelligence artificielle à réfléchir par rapport à des données qui sont des données humaines et qui sont des données de langue. Donc ça c'est un travail qui mêle des data scientists spécialisés en langage, en traitement du langage, et des mathématiciens et des spécialistes de mathématiques appliquées pour travailler les algorithmes d'intelligence artificielle. Il est séparé en deux, il est séparé en Natural Language Understanding, donc ça c'est le côté comment l'intelligence artificielle va faire pour comprendre et remettre dans le contexte ce que vous allez lui proposer comme données, et le Natural Language Generating qui va être comment l'intelligence artificielle va générer de la donnée par rapport à ce que vous lui avez demandé. C'est exactement ce que fait GPT aujourd'hui, et c'est, on va dire, la base d'énormément d'utilisation d'intelligence artificielle dans les RH. Pourquoi? Parce qu'on va leur proposer, on va leur donner, on va leur intégrer des données qu'elles vont devoir traiter pour pouvoir ressortir des notions et des analyses de ces données que vous aurez, vous, demandé justement à cette intelligence artificielle. Donc voilà. C'était juste quelques termes un peu barbares qu'on essaye de vulgariser pour pouvoir comprendre le propos et pour pouvoir après avancer sur l'ensemble des autres sujets. Je prends la main sur la suite. Alors, quelques changements de paradigme que l'on vit toutes et tous dans nos fonctions. France Travail a commandé une étude en nous indiquant qu'effectivement, une grande majorité, une très grande majorité des emplois de 2030 n'existe pas aujourd'hui. 2030, c'est quand même demain, ouais, c'est demain, hein, c'est dans 5 ans, 5-6 ans, donc on approche vraiment de cette échéance. Après, je pense qu'il faut relativiser ces choses-là, parce qu'effectivement, tous les métiers ne sont pas logés à la même enseigne. Vous le savez aussi bien que moi, je pense que les métiers effectivement du service, du tertiaire, vont être beaucoup plus impactés que les métiers effectivement industriels ou logistiques, par exemple. Mais effectivement, il y a un certain nombre de métiers qui vont être impactés, les métiers du juridique vont être extrêmement impactés, les métiers de la RH vont être fortement impactés, en tout cas dans l'étude, ressortent comme tels. Donc il y a une véritable importance, et vous êtes là pour ça, de se consacrer à ce sujet. L'autre sujet qui est important, c'est l'évolution de l'obsolescence des compétences, qui accélère. Et il y a quelques semaines, LinkedIn était présent à Rennes et a fait une intervention sur ce sujet, et qui était vraiment intéressante de voir, eux, ils voyaient effectivement au sein de LinkedIn l'évolution des compétences indiquées par les internautes qui sont présents sur LinkedIn, mois après mois. Et par exemple, sur l'IA, il y a une inflation de 75% mensuelle. Tous les mois, c'est plus 75%. Donc on voit des sujets qui sont quand même extrêmement importants, et sans faire la pub de LinkedIn, parce que je trouve que ce qu'ils font est vraiment très très bien, je vous encourage à aller sur LinkedIn Learning. Vous avez tout un tas de modules qui sont gratuits autour de l'IA et RH et qui sont extrêmement bien faits et bien réalisés et qui permettent effectivement, nous tous, de nous tenir informés et d'être en phase avec ces évolutions de compétences. Autre point, le changement des modèles de communication et des attentes des collaborateurs. Je pense qu'on a tous vécu, on dit tous, le descendant ne marche plus, les collaborateurs aujourd'hui ont envie de parler, de s'exprimer, d'être en mode proactif. Dans tous les sujets, moi, dans le métier que je fais, le sujet marque employeur, on ne met pas en place une marque employeur sans écouter les collaborateurs, en tout cas ça n'a plus de sens. Donc effectivement, on est dans des modèles de communication qui changent, avec des attentes de collaborateurs qui ne comprendraient pas avoir des outils IA moins intéressants dans leur entreprise que ce qu'ils peuvent avoir chez eux ou simplement sur leur smartphone aujourd'hui. Donc là, il y a effectivement une notion qui est importante.
c'est nous, en tant que professionnels RH, on doit être à minimum au même niveau qu'eux, sinon mieux, quoi. Voilà. Et puis, effectivement, le corollaire, hein, l'expression de nouveaux outils et leur démocratisation. Même si l'IA dans les RH en soi, c'est pas hyper nouveau, on appelait pas ça IA, c'était moins abouti quand on allait sur des CV Tech il y a quelques années et qu'effectivement on pouvait par du booléen ressortir des CV, c'était pas de l'IA, mais on était proche de choses comme ça. Enfin, aujourd'hui, par exemple, je reviens sur LinkedIn, vous allez pouvoir dire aujourd'hui je cherche un développeur Java qui est sur Bordeaux et qui a 3 ans d'expérience dans le monde de la santé, par exemple. Il va vous proposer directement effectivement des profils. Vous n'avez même plus besoin de faire des booléens, des trucs un peu barbares. Aujourd'hui, vous pouvez juste mettre des phrases et ça va effectivement vous proposer des profils. Voilà, on verra si on a le temps sur les mots. Juste une petite notion, une petite inflexion, 85% des jobs de 2030 n'existent pas, on est bien d'accord que c'est une évolution des jobs. Oui, ils disparaissent pas, c'est vraiment une évolution. Et justement, c'est amplifié énormément par cette arrivée de l'IA et d'autres nouvelles technologies qui vont faire que ça va complètement changer le stack de compétences de beaucoup de jobs, dont celui des RH. On avait fait une intervention il y a un peu plus d'1 an et demi, on avait présenté avec d'autres personnes un webinaire sur qu'est-ce que GPT. Il y avait, je crois, 1500 personnes au webinaire et personne n'avait utilisé GPT. On a fait une même conférence 1 an et demi plus tard avec des RH en leur demandant pour leur expliquer des évolutions potentielles de l'IA. On demandait qui est-ce qui utilisait GPT, plus de 90% de l'assemblée l'utilisait. Pourquoi? Parce que c'est rentré dans le job deck clairement des RH aujourd'hui pour plein de sujets différents. Donc c'est ça, ce type d'évolution qui aura lieu et qui va s'amplifier avec le temps. Dans la salle, est-ce qu'il y a des salariés d'entreprise ou vos entreprises vous interdit d'utiliser l'IA ou GPT, vous bloquez? Tout le monde est ouvert sur le sujet aujourd'hui. Il n'y a pas de blocage? Non. Si, encore. Allez, encore. Pas blocage, mais des interrogations sur la propriété intellectuelle. Ouais, ok. Et sur les risques de mettre des infos dedans. Ah, c'est sûr qu'il ne faut rien mettre dedans. Ouais. Ça, si vous pouvez nous expliquer. C'est clair, hein, c'est-à-dire que vous pouvez tout ce qui va être mis dans GPT va être potentiellement utilisable par GPT. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, il faut juste l'anonymiser. Mais au-delà du fait de GPT, d'un point de vue RGPD, il faut anonymiser les données que vous mettez sur ce type d'outil. Après, toutes les applications qui vont utiliser l'intelligence artificielle, on fait une digression par rapport à ce qui peut se passer, voilà, toutes les applications qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle sont régies quand même aujourd'hui par l'IA Act, qui a été mis en place, alors qui a été commencé en 2021 en Europe, à ce niveau-là on est quand même assez avancé. Il a été entériné en mars de cette année, 2024, donc qui oblige les entreprises à tout un tas de règles et de cadres, notamment sur le fait de dire qu'en gros, les outils d'IA ne doivent pas remplacer la décision humaine. C'est un des gros points de l'IA Act, qui est bon. Aujourd'hui, ça reste encore flou dans certains aspects. Dans tous les cas, la direction va par là. Et donc, que ce soit par rapport à l'IA Act ou par rapport à la RGPD, il faut juste anonymiser vos données. Mais après, vous pouvez anonymiser les données et les intégrer sans aucun problème. Il n'y aura pas de souci. Mais il faut savoir qu'elles resteront dedans et qu'elles pourront être utilisées, c'est une certitude. Voilà, donc pour vous voyez juste un chiffre extrêmement parlant de la vitesse à laquelle ChatGPT en particulier s'est imposé à nous dans notre quotidien. Oui, nombre de jours pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, 2 mois, donc c'est extrêmement court, versus d'autres applications qui sont quand même très populaires. Donc on est vraiment sur un signal extrêmement fort. Alors, aujourd'hui, il y a des applications simples qui peuvent être utilisées pour utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que vous les connaissez toutes et tous. C'est des applications qui sont des applications no-code. Je pense que vous avez toutes entendu parler de Notion, de Copilot, de Zapier, de GPT, de toutes ces choses-là. C'est des termes qui vous parlent, c'est des noms qui vous parlent? Ouais, ok. Copilot, vous connaissez? Oui. C'est super intéressant. Clairement, je ne vends pas du Copilot, mais c'est super intéressant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Copilot, c'est une application qui permet notamment de résumer et de récupérer tous les entretiens que vous pouvez avoir, que ce soit en visuel ou en audio, et d'en faire du traitement de texte après et du résumé. C'est assez intéressant, ça vous fait gagner du temps. Et en termes de RH, par exemple, ce type d'utilisation peut être assez intéressant dans le sens où ça vous permet de vous focus sur vos entretiens, ça vous permet de vous focus réellement sur la personne qui est en face de vous, sans vous soucier de tout ce qui est prise de notes et compagnie. Et votre prise de notes peut être vraiment succincte, et vous aurez justement un outil qui pourra vous aider à ça.
Zapier qui est un intégrateur, GPT qui est comme Claude ou comme les autres outils de génération de données va vous permettre de vous aider aujourd'hui à créer des offres d'emploi, va vous permettre de créer des scorecards, va vous permettre à faire tout ce qui est technique de manière extrêmement intéressante. Je fais juste une petite digression sur ces outils comme GPT. Utilisez-les principalement sur tous les sujets techniques et chronophages, réellement. Ne leur demandez pas de se positionner par rapport à ce qu'ils pourraient penser de tel ou tel sujet, mais par contre sur les sujets techniques, il y a suffisamment de données aujourd'hui sur tous ces sujets-là que ça peut vous avoir des rendus qui sont extrêmement précis et extrêmement intéressants. J'en parlais dans un podcast justement avec Florence, avec une juriste. Sur la partie droit, ça reste encore un petit peu compliqué, parce qu'il y a plein d'applications qui peuvent être différentes et qui peuvent être soumises justement à jugement, mais qui peuvent être soumises à interprétation. Sur toutes les parties techniques, par contre, là, vous pouvez y aller sans aucun problème. C'est des outils qui vous servent aujourd'hui à être plus productifs. Ça, c'est ce qui est intéressant. C'est une étude qui a été menée par Emerton Data, qui montre que ça peut augmenter votre productivité de 30 à 40%. C'est assez intéressant pour la bonne et simple raison que l'objectif de l'IA, il va être finalement de pouvoir remettre l'humain au centre. On a tendance toujours à dire, est-ce que l'IA va nous remplacer, Non, on part du principe que pour les RH, l'objectif de l'IA, c'est vraiment de remettre l'humain au centre. C'est de faire en sorte de vous éviter tout un tas de tâches chronophages, déjà dans un premier temps, et de vous permettre de vous dégager du temps pour pouvoir vous focus sur les tâches à valeur ajoutée que vous avez. Et c'est vraiment ça qui doit ressortir de cette étude, le fait de vous dire, voilà, vous avez beaucoup plus de temps pour vous focus sur les problématiques humaines. Les principales utilisations, donc ça on le sait, aide à la rédaction de contenu, rationalisation du processus de recherche et moins de temps sur la tâche administrative. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous focus sur toute la partie dont on va parler après, rétention des talents, limitation du turnover, amélioration du développement des compétences, compréhension réellement de l'humain, qui est vraiment la base du travail des RH. C'est ce qu'on vous dit à la fin, l'IA peut permettre de rentrer dans l'ère du recrutement 2024 en intégrant pleinement le principe de gross marketing RH. Pourquoi on fait une digression sur le gross marketing RH? Bon, déjà, on est à l'innovation marketing day, donc ça fait pas mal. Mais surtout parce qu'aujourd'hui, si vous connaissez les principes du gross marketing RH, vous connaissez ou pas? Ça vous parle? Non, pas du tout. Le gross marketing, c'est un système qui tend à travailler au départ sur le principe de le client est roi. Comment je fais pour faire en sorte d'attirer le plus de clients? Comment je fais pour faire en sorte que mes clients restent le plus possible dans ma boutique ou sur mon site internet? Comment je fais en sorte pour qu'ils achètent le plus possible? Et comment je fais en sorte pour qu'ils recommandent le plus possible ma marque, d'accord, à ses copains, à ses copines, à son entourage? C'est le principe que beaucoup d'entreprises font. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, le client est roi. Sauf que la problématique, c'est que la réelle valeur d'une entreprise, ce n'est pas le client. Ce sont ses collaborateurs. Parce que c'est eux qui font toute l'entreprise. Et aujourd'hui, on a adapté ce principe de gross marketing au RH, donc aux collaborateurs et aux candidats. C'est-à-dire que ce n'est plus le client qui est roi, mais ce client est très important, c'est le collaborateur qui est roi. Donc on se sert de tous ces concepts marketing pour pouvoir remettre justement les collaborateurs et l'humain au centre. Et ça nous est permis par l'intelligence artificielle, non seulement parce que ça permet de traiter un nombre de données faramineuses qui nous permettent, en termes de silos, d'améliorer chaque étape justement d'un process de gross marketing, mais en plus parce que justement ça vous fait gagner du temps. Et ce temps-là, vous pouvez vous focus sur les différentes étapes. Il faut bien comprendre que les entreprises qui réussissent aujourd'hui ont fait cette évolution, ce changement de paradigme qui tend à remettre l'humain au centre et à faire en sorte que l'humain soit réellement redevenu la valeur la plus forte d'une boîte. Et aujourd'hui, il y a peu de boîtes qui peuvent se targuer d'avoir soit un nom qui est extrêmement fort, ou soit un produit qui est révolutionnaire. La majeure partie des boîtes sont toutes concurrencées, et donc c'est réellement les collaborateurs qui vont faire la différence. C'est ce qu'on voit en fait sur le côté rétention, c'est ce que je vais vous montrer juste après. Pour nous, la vraie plus-value de l'IA, je continue. Okay. Pour nous, la vraie plus-value de l'IA, c'est le fait de traiter une quantité de données extrêmement importante. Ça va vraiment être ça. Ce que je vous ai expliqué, c'est pour ça qu'on a émis tout à l'heure des termes de l'IA. C'est parce que ça va être vraiment le principe de traiter une quantité de données extrêmement importante. Pourquoi? Parce que quand vous êtes RH, quand vous gérez une boîte qui commence à faire 50, 60, 100 collaborateurs, 200 collaborateurs et plus, c'est impossible de pouvoir traiter l'ensemble des données et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est absolument impossible. L'intelligence artificielle vous permet ça. Elle vous permet non seulement de ne pouvoir oublier personne, mais en plus de traiter un nombre de données et de les analyser, ou tout du moins de les pré-analyser, de manière à ce que vous puissiez avoir la profondeur de vue, la hauteur de vue, qui
qui vous permettent de prendre des décisions réelles, qui sont des décisions qui traitent justement de votre job au quotidien. Ça, c'est la force de l'IA. C'est réellement la vraie force de l'IA, c'est ça. Ça vous permet d'agréger tout ça et de les préanalyser. Encore une fois, je reviens sur le sujet, ça n'est qu'un outil. L'IA ne décide pas à votre place. Il vous permet d'analyser ces données qui, elles-mêmes, vous permettent de prendre ces décisions. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Et donc, c'est ce que nous, on fait avec Hawk. Je pense pas qu'on aura le temps de vous le montrer. Pour celles et ceux qui voudront, on pourra vous le montrer plus tard. Mais c'est ce que nous, par exemple, on fait avec Hawk. Il y a d'autres outils qui le font. C'est le fait de travailler sur, justement, toutes les données que vous pouvez avoir dans vos SIRH, toutes les données que vous pouvez avoir dans vos ATS, toutes vos données que vous pouvez avoir dans vos outils de paye ou ainsi de suite. On va les récupérer, on va mettre des algorithmes dessus pour pouvoir estimer et avoir des métriques qui vous permettent d'avoir des taux de risque de perte de compétences, des taux de risque de turnover, des taux de risque, tout un tas de choses comme ça qui vous permettent vous, en fait, de vous focus sur qu'est-ce qui est risqué aujourd'hui pour mon entreprise. Mais aussi, ça va travailler toute la partie stratégique workforce planning et donc GPP. C'est le fait de se dire, aujourd'hui, on imagine, et c'est vraiment le lien entre le business et le RH. Aujourd'hui, on imagine en 2025, en 2030, en 2040, comment sera notre entreprise, qu'est-ce qu'elle attend en termes de business et qu'est-ce qu'elle attend en termes de marché. Et donc, une fois qu'on sait ça, on va pouvoir déterminer quelles sont les compétences associées qu'on veut pour pouvoir amener notre entreprise à ce niveau-là. Et donc, si jamais vous avez fait une cartographie de ce qui existe aujourd'hui, vous savez comment vous allez amener les collaborateurs de 2024 à 2030 ou à 2040, parce que vous pourrez, grâce à l'IA, avoir les compétences à date, les compétences à terme, et pouvoir vous créer l'ensemble des plans d'évolution de carrière avec les formations associées, qui vont vous permettre justement d'amener les collaborateurs d'un point A à un point B. C'est le meilleur moyen de développer votre entreprise, c'est le meilleur moyen de conserver vos talents, de limiter vos recrutements aux personnes qui sont pas les plus importantes, mais celles qui vous manquent, et surtout d'avoir une fidélisation, une réduction du taux de turnover qui est important. Et elle est importante à plusieurs points. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Mais je voulais... Non, mais je pense que c'est important parce qu'on a tous vécu quand on est RH des entretiens professionnels, des entretiens annuels de collaborateurs qui ont été réalisés et qui sont peu mal exploités, pour être très honnête. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir exploiter toutes ces données-là, tous les moments de vie d'un collaborateur, c'est-à-dire à quel moment ça peut resservir et ça peut être utile pour ce collaborateur et pour l'entreprise infinie. C'est ça, c'est ultra important parce qu'on a tendance à oublier le fait que le collaborateur coûte de l'argent pendant un long moment dans l'entreprise. Il coûte de l'argent à peu près pendant, on va dire, en fonction des jobs, ça va être entre 12 et 24 mois. Jusqu'à 12 à 24 mois, le collaborateur ou la collaboratrice va coûter de l'argent à l'entreprise. C'est toute la partie arrivée dans l'entreprise, donc le coût du recrutement, ça va être toute la partie du coût de l'onboarding, pardon. Ça va être toute la partie de la prise en main du poste. Dans tous ces moments-là, on a des coûts externes, on a des coûts internes avec la partie formation, on a des coûts internes aussi avec le manque de productivité de la personne en tant que telle. Donc on a des coûts qui sont vraiment associés à l'intégration de la personne au sein de l'entreprise. Au bout de ces 12 à 24 mois en fonction des jobs, on va avoir une entreprise on va avoir un collaborateur, une collaboratrice qui a pris en main son poste, donc c'est-à-dire qui est rentable. Okay, et c'est à partir de là, si jamais vous travaillez sur la partie rétention, si jamais vous travaillez sur la partie développement des compétences, si jamais vous travaillez sur justement toutes ces données qui vont permettre d'améliorer, de faire un collaborateur un petit peu plus, une collaboratrice un petit peu plus, c'est à ce moment-là où l'entreprise va pouvoir héroïser justement le collaborateur ou la collaboratrice en tant que tel. 5 minutes? Ça va faire, on est large. Il va arriver sur un niveau qui va être un niveau d'expertise, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir traiter et être plus productif sur son job en tant que tel. Ensuite, il va passer au niveau de leadership. Donc à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur les systèmes de tutorat et de mentorat qui sont hyper importants et sur lesquels l'IA peut aussi beaucoup jouer, dans le sens où on peut avoir tout un tas de tuteurs qui peuvent être mis à disposition de collaborateurs pour justement ce système de développement de compétences. Et à la fin, bien évidemment, on arrive au stade suprême qui est au stade de l'innovation, c'est les collaboratrices et les collaborateurs qui sont là depuis plus longtemps et qui vont amener l'entreprise à les développer, qui vont donner des idées à l'entreprise de pouvoir se développer autrement. Et ça, on le fait comment? On le fait en remettant l'humain au centre. Et comment on fait pour remettre l'humain au centre? On utilise l'intelligence artificielle pour traiter un certain nombre de données et pour pouvoir le survaloriser. C'est vraiment ça tout l'objectif. Et ce qu'il faut bien comprendre, s'il y a un truc à comprendre de cette conf aujourd'hui, c'est le fait que l'IA est là pour remettre l'humain au centre, pour faire en sorte d'exhauster tout votre métier de RH. Mais vraiment de l'exhauster. De vous donner tous les moyens possibles, les super. L'IA, c'est un super pouvoir que vous pourriez avoir dans les mains pour faire au mieux votre travail de RH et pour faire en sorte de dire, ok, aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour comprendre au mieux mes collaboratrices et mes collaborateurs et pour leur donner tout ce qu'ils attendent. Alors, leur donner tout ce qu'ils attendent, c'est un grand mot, parce qu'on n'a pas forcément volonté à leur donner tout ce qu'ils attendent, mais au moins les comprendre. Et comme on les comprend,
ben, on est plus apte en fait à pouvoir faire développer la boîte en fonction de leurs attentes et comment dire. Donc, c'est ce qu'on vous disait. L'objectif, c'est de cartographier. Donc, par exemple, on peut cartographier l'ensemble des métiers de l'entreprise, on peut cartographier les compétences de chaque salarié. Ça, c'est ce que l'IA peut faire de manière relativement simple. On peut projeter, donc ça, c'est tout le principe du Strategic Workforce Planning, projeter sur une échelle de temps donné le point d'arrivée, identifier les chemins à parcourir, créer les parcours, analyser les données. C'est toutes ces choses-là que l'IA aujourd'hui peut permettre. Et voilà, on a terminé. Bon, ça va. Il nous reste 3 minutes, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Et pour ceux où vous êtes donné des mots, on pourra le faire. Ouais, on pourra le faire. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la partie attirer les talents. Ouais. Alors, en fait, la partie attirer les talents, ça va être vraiment sur le côté double, qui va être le fait de comprendre les données. Donc, c'est-à-dire qu'on va comprendre les données d'attractivité des talents et le fait de vous laisser du temps. Si on vous laisse du temps, si l'IA vous laisse du temps, ça vous permet demain de pouvoir mieux travailler votre marketing. Mais attirer les talents, ça intervient complètement dans le système de gross marketing. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui va jouer sur tous les outils que sont les outils de matching, donc ça qui vont permettre aujourd'hui de mettre en relation les entreprises avec les bonnes personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Parce qu'il y a une problématique des entreprises aujourd'hui qui est de vouloir attirer le maximum de personnes possible. Le fait de vouloir attirer le maximum de personnes possible, ça nous donne un taux, ça augmente généralement le taux de turnover, parce qu'on ne va pas forcément toucher les bonnes personnes. Les outils aujourd'hui permettent énormément de cliver pour pouvoir choper, pour pouvoir attirer les personnes qui sont les plus adaptées en termes de complémentarité de compétences. Et dans ce sens-là, si on va plus loin, on pourra demain utiliser la blockchain sur un système en fait de validation de compétences et de profil numérique global qui permettra d'avoir une vue de la personne anonymisée bien évidemment, sur laquelle on pourra plugger une offre d'emploi qui elle-même, par ce type de matching d'IA, dira bah voilà, tu as à peu près telle personne qui correspond à 80, 90, 95% au job que tu attends et donc aux compétences que tu attends pour ton job. Donc propose-lui quelque chose. Là, on va être vraiment sur le côté toucher les bonnes personnes au bon endroit. Sur le côté attractif pur, on va partir sur tous les aspects de publicitaires qui existent, qui vont être toutes les publicités programmatiques, ainsi de suite, qui existent depuis très longtemps, qui vont traiter un nombre de données assez importantes pour voir quelles sont les personnes les plus aptes à répondre et à être attirées par le produit en tant que tel. Et ce qu'il y a d'intéressant avec l'IA, c'est qu'au-delà de la prospective externe, on va dire, on peut aussi jouer aussi sur de l'interne. C'est-à-dire qu'on peut analyser toutes les données de vos ATS pour comprendre quelles sont les personnes qui ont postulé, quelles sont les personnes que vous avez recrutées, quelles sont les personnes que vous avez eues en rendez-vous, et pour voir si, in fine, votre stratégie est réellement la bonne stratégie. Parce que si, au final, vous apercevez que vous recrutez qu'une typologie de personnes, mais que vous avez en majeure partie des candidatures qui ne correspondent pas à cette typologie, ça, on est capable de l'analyser, de le retranscrire et de vous dire le personnel que vous recrutez, ce n'est pas le personnel principal qui postule. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réadapter la stratégie de communication et les canaux de diffusion pour pouvoir justement attirer le personnel qui postule. Donc, on est sur plusieurs aspects, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on est sur plusieurs aspects de travail. Oui. L'utilisation de la blockchain, elle est liée à la traçabilité du parcours, ou est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, elle n'est pas utilisée encore. Non, mais il y a des projets, bien sûr. Ouais, ce sera vraiment sur tout ce qui est traçabilité du parcours, sur tout ce qui est validation des acquis, qui est assez important, ce qui est aujourd'hui assez problématique. Et après, il y a plein d'autres aspects qu'on pourra mettre en place, mais là, pour le coup, il faut attendre de voir ce que ça peut donner, parce qu'il y a toujours un aspect subjectif sur la qualification. Il y a un aspect... L'aspect objectif, on n'aura pas de souci et la blockchain aura un intérêt sur le sujet. L'aspect subjectif, il va falloir voir comment on est capable. Voilà, il va falloir voir. Alors, il y a des soft skills qui sont sur un aspect objectif, ceux qui sont évalués, là pour le coup, mais il y aura toujours un côté, comment on traite cet aspect-là, comment on le pondère, c'est aussi une histoire de pondération, comment on le pondère. Nous, par exemple, dans Hope, on a un système qui fait que on est capable de pondérer des hard skills de manière relativement simple. On sait par rapport aux expériences, par rapport au job fait, par rapport aux missions, par rapport à toutes ces choses-là, on est capable de le faire sur un aspect professionnel. Mais on a un système qui permet aussi de proposer des parcours transverses. Ces parcours transverses sont faits par rapport à des expériences extra-professionnelles, associatives ou autres. Et donc là, on est obligé d'apposer une pondération, qui est une pondération particulière, pour justement modérer ces skills,
qui peuvent être des hard skills, mais dont on ne sait pas, d'un point de vue professionnel, comment elles ont été utilisées. Ça sera probablement pareil. Donc on est encore en train de traiter, mais je pense que c'est un avenir relativement proche, et c'est un avenir qui sera assez... Enfin, les boîtes qui vont réussir à intégrer réellement la blockchain sur le traitement des profils numériques, elles auront une belle avancée. Ouais.